Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis en présence de Charles Gave, comme d'habitude. Bonjour Charles. Bonjour. En présence du chien aussi, qui aime bien se ronfle. faire remarquer. Voilà. En présence également du stagiaire. Voilà, on met tout le monde et puis parce que du non cadreur. seulement on le paye un maximum, mais en plus il a pris un stagiaire. Voilà, exactement. Vous vous rendez pas compte. Du coup, maintenant, j'ai plus rien à faire, c'est formidable. Alors, je voudrais commencer cette émission en faisant une toute petite mise à jour, d'ailleurs, sur l'Argentine, parce qu'on en a pas mal parlé la semaine dernière. Et je voudrais rajouter deux chiffres qui me sont parvenus depuis. Déjà, la pauvreté, on avait dit, elle était passée d'environ 45% à 54% au premier semestre. Et elle est en baisse de 3,8%. Aujourd'hui, elle est retombée à 51%. Donc c'est encore beaucoup, mais on est quand même sur la bonne voie. C'est les mauvais indicateurs qui commencent à redescendre. Et pareil pour l'indigence, on est passé de 20% à 16% pour le moment. Donc c'est pareil, c'est plutôt en bonne voie. Donc c'est encore une fois des chiffres assez encourageants. Mais ce que je voudrais évoquer de manière un petit peu plus complète, même si on va pas mal se répéter quand même par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est évidemment la situation budgétaire française qui paraît assez ingérable. Alors à chaque fois on a des nouveaux chiffres qui nous parviennent chaque semaine. Là le dernier en date c'était le ministre du budget qui nous avait dit qu'on était au moins à 6% de déficit sur l'année 2024. On verra encore comment ça évolue d'ici décembre. J'ai vu Barnier dans une interview qui disait qu'il commençait à se plonger dans le budget, ouais, et que les chiffres étaient atterrants. Ouais. Et je trouve ça un peu curieux parce que, enfin, on lui avait dit 5%, j'imagine, donc c'est peut-être plus que 6 même, alors j'en sais rien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on nous a fait des faux en écriture publique ? Ouais. Oui, c'est une possibilité maintenant, quand même. Oui, mais celui qui est responsable du faux en écriture publique à ce moment-là, c'est M. Le Maire, qui agissait sous les ordres de M. Macron. Donc en principe, c'est passible de poursuite, le faux en écriture publique, non ? Oui, normalement, oui, quand même. Mais bon, après. Mais pas pour les gens importants, c'est juste pour les. C'est pour le cantonnier de Maison-la-Romaine, quoi. Il faudra trouver un sous-fifre qui sera le coupable. Oui, il faut trouver un lampiste, vous savez, le gars qui pourrait être un bon lampiste, tiens. Mais je me pose une question de manière générale. En fait, le niveau de la dépense publique est tellement en train de déraper à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'économiser 10 milliards, on en dépense 15 de plus. Enfin non, il y en a 15 de plus qui ont été dépensés pendant le moment où on avait dit 10, oui, et le moment où on commence à regarder où c'est, quoi. Oui, voilà, exactement. Et je me dis, est-ce qu'en France, on a vraiment les outils, en fait, actuellement, avec ce qu'on a, pour réduire la dépense publique, parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. J'ai pris quelques exemples depuis 2010. La dépense publique aux Pays-Bas, par exemple, c'est passé de 48% du PIB à 42%. Au Portugal, c'est passé de 52 à 42. Belgique, 56 à 52. En Autriche, de 53 à 48. En Espagne, de 49,5 à 42,3. Au Royaume-Uni, de 47 à 41. Aux États-Unis, c'est passé de 43% à 38,5. Et en France, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Mais ils ont pas l'inspection des finances, ils ont pas l'ENA là-bas. Et donc ils ont personne qui peuvent vraiment comprendre la dépense publique et à quoi elle sert. Oui. Nous, on a une école qui est spécialisée, si vous voulez, dans la dépense publique. Alors, ils font ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, vous savez ce que je dis toujours, les Français sont des cartésiens, c'est-à-dire je dépense donc je suis. Ça me fait toujours un drôle d'effet, mais c'est effrayant. Ces gars-là n'existent que par la dépense. Oui. C'est-à-dire que vous voyez M. Attal, c'est un gentil garçon, il a 32 ans, il devrait être en train, je sais pas ce qu'il pourrait faire, il devrait être en train de servir des cafés dans un McDonald's, mais enfin, il a été Premier ministre. Vous ne pouvez pas penser que ce gars-là existe s'il ne dépense pas. C'est-à-dire, dépenser de l'argent qui ne leur appartient pas, c'est ce qui donne un sens à leur vie. Oui. Oui, effectivement, ils ont été formés pour penser qu'ils savent mieux que tout le monde comment il faut dépenser l'argent. Des autres, évidemment, pas leur. Et en garder une petite partie au passage pour eux. Oui. Effectivement, ils n'ont pas appris tout ce qui était création de richesse, le fonctionnement de l'économie. Captation de richesse, ils savent faire. Oui, captation, oui. Et donc, alors que évidemment, on a un problème de dépenses en France, on parle pas tellement de réduire les dépenses, on parle surtout d'augmenter les recettes.
Mais c'est très difficile quand vous êtes dans une situation, vous savez que la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que quand vous êtes à un moment où si vous augmentez les recettes, les dépenses, si vous augmentez les impôts, les recettes baissent. Oui. On a largement passé ce point mort il y a très longtemps. Et donc, plus augmenteront les impôts, plus les recettes baisseront. Et donc, plus il faut qu'ils augmentent les impôts jusqu'au moment où les impôts feront 100%, il n'y aura plus aucune recette. Quoi. Ouais. Oui, parce que ça fait au moins 15 ans qu'à chaque fois qu'on a introduit un nouvel impôt avec un objectif, cet objectif n'était jamais atteint, voire parfois il était en déficit. Si vous voulez, moi je dis toujours aux gens, bon, je connais quelques cas dans l'histoire de déficit public qui ont été réduits par une augmentation des impôts, mais enfin c'est très rare. Je connais, pour ainsi dire, pas de cas où des déficits publics étaient réglés par une augmentation des impôts. La seule chose qui fonctionne, et tout le monde le sait, c'est la baisse des dépenses. C'est la baisse des dépenses. Et vous baissez, si vous baissez les dépenses de 100, vous baissez les impôts de 50 de façon à donner du poil aux pattes aux gens, quoi. Donc ça part toujours du même principe, c'est-à-dire que ils pensent que quelque part la richesse créée, c'est quelque chose qui vient naturellement. Comme ça, il y a des gens qui créent de la richesse, mais bon, ça va pas. Voilà, ils créent le même stock de richesse, quelles que soient les conditions extérieures. Quelles que soient les conditions extérieures, c'est complètement idiot, parce que c'est pas du tout pas comme ça que ça se passe. Par exemple, moi, quand j'étais à Hong Kong, c'était très facile de créer de la richesse parce que je payais 20% d'impôts. C'était bien. D'ailleurs, ils m'envoyaient un papier. Ils me disaient combien vous avez gagné cette année. Je leur disais j'ai gagné 100. Ils me disaient envoyez-nous 20. Merci beaucoup. Ma déclaration fiscale, c'était une carte postale. Quoi. C'était bien. Ouais. Mais quand vous gardez 80% de ce que vous gagnez, c'est fou ce que vous pouvez faire comme investissement pour embaucher des gens, pour créer des trucs. Bien sûr. Mais quand vous en gardez que 30 ou 25... vous dites, je vais essayer de les mettre dans un endroit où on va pas me les piquer. Quoi. Donc, vous enterrez votre talent automatiquement. Ouais. Donc, à la place de favoriser l'investissement des talents, on tue la créativité. Mais je crois que ces gens-là, leur but, c'est pas tellement de créer de la richesse, c'est de contrôler. Ce qu'ils aiment, c'est contrôler et prendre le fric des autres. Oui, ça, ils adorent. Effectivement, oui, il y a un biais évidemment qui a été créé, alors surtout à l'ENA, mais pas que à l'ENA. Il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas forcément fait l'ENA, mais qui ont quand même ce présupposé. C'est on veut absolument tout contrôler parce qu'on pense que la société en elle-même, lorsqu'elle fonctionne un peu toute seule, comporte des vices, et que c'est à nous, en fait, de contrôler la société pour... À eux, parce que pour eux... Par exemple, être un entrepreneur, embaucher des gens, et puis si ça marche pas, les virer tout de suite, c'est être complètement inhumain. Donc, il faut empêcher les gens de virer. Donc, du coup, comme vous empêchez les gens de virer les gants quand les affaires vont mal, ce qui est la moindre des choses, ce qui se passe, c'est que vous les embauchez pas. Ouais. Et donc, ils ne se rendent pas compte que la quasi-totalité de leurs efforts, c'est toujours pour empêcher la création. Et c'est... Et du coup, on se retrouve dans une société qui crève, mais on a vu ça avec l'Union soviétique, on a vu ça avec je ne sais combien d'exemples dans l'histoire, mais c'est comme ça. Ces gens-là n'ont aucune culture historique, aucune culture économique. Ils ont une culture administrative qui leur sert de... Je vous dis, quand j'avais visité Bruxelles il y a quelques années, où j'avais été faire une conférence, j'avais demandé bêtement, ce qui prouve qu'on ne me changera pas, je suis impardonnable, mais j'avais demandé à visiter la bibliothèque. Ouais. De la commission, enfin du Parlement. Il m'avait amené fièrement. Et il n'y avait que dans les livres, dans tout ce qu'il y avait dans les rayonnages, c'était uniquement les réglementations qu'avait émis là. Il n'y avait pas Dante, il n'y avait pas... Ouais. Je suis pas étonné. Il y avait juste les règlements et les trucs. Je dis, oui, c'est passionnant votre truc. C'est-à-dire, on sent la puissance européenne à son meilleur. Ouais. Donc, si vous voulez... Ce sont des crétins limités. Et qui, voilà, ils sont extraordinairement limités intellectuellement, mais ils le savent pas. Ouais. Et alors pour préciser, il y a un plan Barnier pour essayer de réduire le déficit. Le plan Barnier, c'est le suivant une taxe exceptionnelle, bien sûr, de 8,5% sur les grands groupes, en espérant récupérer 8 milliards avec cette taxe. Une nouvelle taxe sur le rachat d'actions. On parle aussi de passer la flat tax, vous savez la taxe sur les profits, sur les plus-values, de 30 à 33%. On parle de durcissement de l'écotaxe automobile, de fiscalité renforcée sur les Airbnb. Et donc le budget doit être présenté quand même dans 2 semaines. Donc ça va être sport. Mais
Moi, je crois que quand vous analysez tout ce qu'ils font, je suis arrivé à une conclusion, moi, qui m'étonne d'ailleurs, c'est de dire la gauche aujourd'hui, enfin la gauche, les partis de gouvernement, mettons, quels qu'ils soient les partis de gouvernement, c'est quand même leur but essentiel, c'est d'empêcher les gens de bouger. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est attacher le paysan à la glèbe. On le voit bien avec Madame Hidalgo, là, qui nous fout le périphérique à 50. Pourquoi pas à 30, pourquoi pas à 10, pourquoi pas à pied, quoi. Oui, bien sûr, pourquoi pas piétonniser le périph'. Piétonner le périphérique, ça va changer. Ils taxent les voitures, ils taxent les avions, ils taxent le mouvement. Mais si vous réfléchissez en termes de vie, la seule chose qui bouge, quand on arrête de bouger, quand on est mort, quoi. Et donc, ils veulent nous fixer là où on est pour pouvoir aller visiter l'acropole tranquille sans qu'il y ait tous ces bouseux qui sentent des pieds qui les empêchent de visiter tranquillement. Donc, je sais pas, il y a une espèce de mépris de leur part des gens qui bougent, qui me sidère, parce que j'ai bien vu en Chine, quand j'y étais, la Chine commençait à s'ouvrir après des années, des siècles où elle a été fermée, quoi. Et la première des choses que les gens font dès que leur niveau de vie monte un peu, c'est d'aller voir comment vivent les gens dans le pays d'à côté, quoi. Ils adorent ça parce qu'ils disent, bah alors comment ils font ça les intéresse, quoi. Aller visiter le pays d'à côté, ça les intéresse. Et ben non, il faut il n'y a rien de mieux que vous savez, c'est l'imbécilité d'Atali de vouloir faire des villes où tout se fait à 15 minutes à pied, quoi. Ouais. Mais je veux pas vivre dans une ville comme ça, moi. Je veux pouvoir me balader, je veux pouvoir aller dans la ville d'à côté, je veux pouvoir prendre l'avion, je veux pouvoir... Et si vous n'êtes pas d'accord, je vais aller vivre dans le pays d'à côté, on me foutra la paix, quoi. Et ces gens-là vivent de la production des gens qui bougent, justement. Oui, mais au fur et à mesure où les gens cessent de bouger, comme dans le fond, le mouvement, c'est ce qui crée la richesse, hein, vous taxez, donc le mouvement se ralentissant, la richesse se ralentit et tout le monde devient de plus en plus pauvre. Ouais. Oui, c'est exactement ce qui se passe en Europe depuis 15 ans. Hein. D'ailleurs, il continue à taxer, il va nous amener à un niveau d'énergie de plus en plus bas, quoi. Il y a beaucoup de mèmes comme ça sur Internet qui circulent, dans lesquels on voit que par exemple les États-Unis arrivent à innover encore, notamment avec l'intelligence artificielle, avec plein de trucs. Les Chinois aussi, on voit notamment sur le niveau industriel. Et l'innovation de l'Union européenne, c'est le grand symbole de ça, c'est, vous savez, le bouchon des bouteilles qui ne s'enlève plus complètement et qui doit être rattaché à la bouteille. Et donc à chaque fois, on se prend le bouchon quand on est en train de boire. Et ça coule partout, on s'en met partout. C'est ça l'innovation européenne aujourd'hui. C'est ça, et c'est comme cet animal de Thierry Breton qui voulait nous empêcher de parler librement, quoi. Donc la parole libre, le mouvement libre, tout ça, la gauche est formidablement contre. Et ça me laisse pantois parce que je pensais que la gauche, quand j'étais jeune, la gauche c'était quand même le mouvement, c'était permettre aux gens de s'exprimer librement et tout. Et puis en l'espace de 30 ou 40 ans, c'est-à-dire ma vie, je me suis retrouvé d'une gauche qui était ouverte et intelligente à une gauche qui est faite de crétins qui sont là et qui veulent empêcher les autres et de bouger et de parler. Ouais. Oui, c'est vrai que en une grosse cinquantaine d'années, peut-être 60 ans, la gauche, à la base, enfin la gauche héritée du marxisme ou même du socialisme, c'est une gauche qui est assez productiviste. Ouais. Alors parfois, elle a les mauvaises idées pour arriver à la production, c'est-à-dire que c'est une productivité qui serait à chaque fois très dirigiste, avec un état très fort, on dit à tout le monde comment faire, quelque chose de très vertical qui vient d'en haut. Donc peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire pour avoir de la bonne productivité, mais c'est l'objectif quand même. Que par exemple la gauche, quand j'étais jeune, était tous favorables aux centrales nucléaires. Oui. Même les socialistes. Oui, c'est clair. Et puis il y a ces corneaux d'écologistes qui sont arrivés. Et qui ont trouvé que le nucléaire c'était très mal. J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais j'en fais rien. Ils ont trouvé que c'était très mal, donc ils ont arrêté. C'est Jospin qui en fait, celui qui a le plus détruit l'industrie française, à part tricher ses bêtises, mais c'est Jospin, quoi. C'est Jospin qui, en tuant l'industrie nucléaire, quand je pense qu'on dominait ça complètement dans tous ces domaines, et qu'en l'espace de 30 ans, on est passé en... Ouais, même 20 ans, oui. 20 ans, c'est... non, mais donc... Il y a une espèce... La gauche, dans ma jeunesse, c'était le progrès. Ouais. Ça supposait le progrès du niveau de vie, le progrès dans l'éducation. Ils ont pris le contrôle de l'école, ils en ont fait une fabrique de crétins. C'est ce que disait Brigelli, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, ils viennent de faire un deuxième bouquin là-dessus.
Puis ils ont pris le contrôle de l'économie, ils ont arrêté toute la production d'énergie, qui est nécessaire pour bouger, parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne bougez pas. Hein. À pied, vous n'allez pas loin. Et maintenant, si vous voulez, ils veulent empêcher aussi le mouvement des idées. Donc, la gauche est devenue les représentants d'une espèce de religion de la décroissance, de la tristesse. Et il paraît que chez les jeunes, les gamins entre 10 et 14 ans, il y a des vagues de désespoir, tellement le monde qu'on leur présente, ça va être un monde où ils vont... le grand but, c'est d'être le dernier à mourir, quoi, de faim, de soif ou de chaleur, quoi. Mais quand vous avez 14 ans, vous vous dites, mais si c'est ça la vie... Donc, c'est extraordinaire comme la gauche, en l'espace de 50 ans, est devenue des malthusiens sinistres, embêtants, dirigistes et anti-liberté, quoi. Je sais pas ce qui est arrivé à la gauche. Oui, effectivement, comment dire, il y a eu des changements d'idées au sein de la gauche depuis au moins 50 ans. L'écologie est une des grandes nouveautés de la gauche. L'écologie, elle a découvert que je sais pas, je vais dire une bêtise là, mais la religion musulmane, c'est ce qu'il y avait de mieux au monde. Bon, on peut en discuter longuement, mais enfin, la religion musulmane, c'est quand même pas là où sont nées toutes les grandes idées, quoi. Comme ils ont eu de prix Nobel en sciences, assez peu, quoi. Ouais. En littérature, assez peu aussi. Et donc, c'est pas un endroit où les femmes sont particulièrement heureuses, où la civilisation prospère. D'ailleurs, regardons un truc tout simplement, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire pas d'immigration de chez nous vers chez eux. Ouais. Oui, il y a quelques influenceurs qui vont vivre à Dubaï, oui, mais c'est surtout pour des raisons fiscales. Voilà, c'est pas vraiment la civilisation musulmane. Donc je regarde ça, je me dis, mais comment est-on passé à l'idolâtrie de la religion musulmane et de Malthus? Ouais. Je crois que c'est une fascination pour tout ce qui est capable de nous tuer. C'est-à-dire que Malthus, c'est un peu... on va mourir. C'est vous contre vous-même, en quelque sorte. Si vous bouffez trop, vous allez... Voilà, un effondrement de l'intérieur. Et puis la civilisation musulmane est une civilisation qui a servi de grande rivale à la civilisation européenne depuis plus de 1000 ans. Et donc, on accélère en quelque sorte le processus en voulant avoir une population qui vient de l'extérieur et qui non seulement est difficilement compatible avec notre civilisation, mais qui en plus a des composantes qui cherchent carrément à la détruire. C'est surtout les groupes terroristes islamistes qui cherchent à la détruire. Donc je regarde ça, je me dis... Et ça s'est pas tellement passé à droite. Bon, la droite française, la droite du centre, etc., a toujours été lâche, donc incompétente, et elle s'est toujours couchée devant qui criait le plus fort. Mais cette espèce de détérioration intellectuelle, c'est quand même beaucoup passé à gauche. Mmh. Et j'ai du mal à cerner le moment où c'est devenu évident, quoi. C'est à la fois de gauche et complètement intolérant. Vous avez eu ce passage qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes universités comme Berkeley aux États-Unis, si une Candice Owen, qui est une noire assez sympa aux États-Unis, qui son franc-parler, vient faire une conférence, l'université il y a une partie de l'université qui se révolte pour l'empêcher de parler. Et c'est la même chose avec Peterson ou avec des gens comme ça. Donc, je me dis, il s'est passé quelque chose dans les 20 ou 25 derniers, et la gauche aujourd'hui est très ambivalente sur la liberté de parole. Ouais. Je crois que peut-être la pire chose qui soit arrivée à la gauche, c'est d'être justement devenue hégémonique. C'est-à-dire que lorsqu'elle est en quête du pouvoir, elle peut avoir l'air plus sympathique. Alors voilà, on a tous les mouvements hippies dans les années 60, un peu 70 aussi. C'est du coup la gauche a l'air un peu plus sympathique. Oui, mais ceux-là, ils étaient sympathiques parce que par exemple, là où vit mon fils dans l'île de Vancouver, là-bas, l'autre au large du Canada, c'était un endroit qui avait été un peu colonisé par les hippies dans les années 60 et 70. Ah oui. Ils étaient tous violemment contre le vaccin, qu'on vienne les faire chier, qu'on les empêche. Oui, pour le coup, oui, il y a une forme de cohérence. C'était une gauche que j'aimais bien, une gauche un peu anard, quoi. Oui, effectivement. C'était pas une gauche qui venait m'emmerder en me disant il faut que vous fassiez vacciner, que vous n'avez pas le droit de faire ceci, faire ça. Et puis, je crois que, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'en ai discuté avec des tas de gens, dont Boc-Côté, là, il a des tas d'explications, mais
J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est des gens comme Peterson réfléchissent dessus, mais moi, je ne me suis pas fait une opinion, mais il s'est passé une espèce de basculement de la gauche après la chute du mur de Berlin, qui a été considérable. Et à ce jour, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils se sont laissés bouffer par ces idées à la con, quoi. Ouais, effectivement, c'est un mystère. C'est curieux, quand même. Ouais. Faudrait qu'on fasse une émission un jour sur la gauche et ce qui lui est arrivé, quoi. Ouais. Ah, ce serait intéressant. Il faudrait peut-être avoir un politologue avec nous pour... Non, surtout pas. Il faudra vous et moi, on lise un peu et qu'on essaie de comprendre des auteurs et tout, parce que pour moi, c'est le grand mystère de la période actuelle, c'est pourquoi la gauche, par exemple, est devenue férocement antinataliste. Pourquoi a-t-elle exigé comme presque une obsession que les femmes n'aient plus d'enfants? Pourquoi la gauche favorise-t-elle toujours la mort contre la vie? Je voyais toutes ces choses comme ça, c'est une bonne question, et comment dire, se rajoute à cette interrogation, pourquoi la droite s'empresse-t-elle de suivre la gauche avec parce que seulement quelques années de retard? C'est gros, oui, la droite, c'est ils disaient la gauche, donnez-moi 5 ans et je vous rejoins. Oui. Mais 5 ans plus tard, ils sont toujours en train de galoper derrière la gauche dans l'espoir de se faire bien voir. Ouais. Et c'est ça ce qu'avait refusé Mme Thatcher. Elle avait simplement dit non, quand la gauche avait essayé de reprendre le contrôle du champ du débat, la mère Thatcher avait dit non, le débat se passera sur mes idées à moi, pas sur les idées de la gauche. Donc il y a quelqu'un qui a dit non, c'est un peu comme l'avait fait De Gaulle, quoi. En disant le débat essentiel, c'est sur la nation, c'est sur le... Ouais. C'est pas sur l'avortement. Allez. Ouais. Puis admettre les termes du débat venant de l'adversaire, c'est admettre en quelque sorte que vos idées sont moins légitimes que celles de vos adversaires. Et ça, c'est ce dont ils nous ont convaincus. Donc c'est dire... Mais je vois pas pourquoi des idées de mort seraient moins légitimes que des idées de vie. Je suis 1000 fois d'accord. Je vois pas en quoi c'est plus légitime, si vous voulez. J'ai toujours dit aux gens de gauche, mais écoutez, si vous trouvez que la situation est tellement abominable, mais vous avez la liberté ultime, comme disait Camus, c'est de vous flinguer, quoi. Ouais. Arrêtez de m'emmerder, quoi. Si vous trouvez que vraiment la vie est insupportable, toujours ce que j'ai envie de dire à Attali, vous foutez une balle entre les deux yeux et puis le monde sera libéré, quoi. Oui, effectivement. Et alors, pour revenir un petit peu à la France, en fait, je me pose une question de manière générale. Je me dis, vu à quel point on est dans l'embarras avec notre dette, avec notre déficit, avec tout ça, est-ce que on peut encore espérer redresser la barre, ou est-ce que foutu pour foutu, vaut mieux pas carrément aller tout au bout de cette logique étatiste, socialiste, pour prouver qu'il n'a pas encore compris que c'est une voie impossible. Finalement, un petit peu comme l'Argentine. Si vous voulez, c'est la situation de l'Argentine. Ouais. L'Argentine, ils sont allés jusqu'à la fin, ou du Venezuela. L'embêtant, c'est que vous le voyez très bien au Venezuela, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont foutu leur pays en l'air, tout le monde crève de faim, il y a 3 millions de Vénézuéliens qui se sont barrés et tout. Ils organisent des élections et ils se déclarent comme étant réélus. Ouais. Et donc le vrai problème, c'est, ok, admettons qu'on a jusqu'au bout, qu'on ait un drame et tout, un vrai drame économique. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il ne va pas y avoir un groupe qui va prendre le contrôle des mairies ou n'importe quoi, et ensuite, vous ne reverrez jamais, c'est eux qui continueront à gouverner, quoi. Ouais. Effectivement, c'est un risque. Bah oui, là, vous savez, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que la politique du pire, c'est souvent la pire des politiques. Ce serait quand même plus sympa s'il y avait des gens qui disaient, écoutez, non, on va remettre les choses en ordre dans le cadre des institutions actuelles. Ouais. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il va falloir complètement changer les institutions, ce qui est probablement le cas. Ah oui, oui. Mais vous savez pas dans quel sens ça va aller, quand même. Oui, au Venezuela, ça n'a pas été très bien. Ouais. En Argentine, ça a l'air d'aller dans le bon sens en ce moment, mais enfin, on va voir. Oui, si vous faites rouler la pièce sur la tranche, vous savez pas de quel côté ça va retomber, quoi. Bah oui, en général, surtout si vous avez une pièce où il y a la même chose des deux côtés, quoi. C'est un peu le cas en France. On croyait qu'on avait évité un gouvernement Castet, et puis au final, on nous annonce quand même des hausses d'impôts, etc. On se dit finalement quelle est la différence. Et puis en plus, ce gouvernement Castet, qui c'est cette fille, d'où elle sortait pour d'un seul coup on me l'a présentée. Oh, je sais pas. C'était une énarque. Pas l'air particulièrement compétente, elle a foutu en l'air le Paris en faillite pour traiter un problème de dette.
Choisir quelqu'un qui a mis Paris en faillite, ce qui est difficile quand même. Hein. Il faut... Je sais pas, j'aurais pas mis ça comme mon premier. Moi, j'aurais été chercher un gars qui aurait été garagiste, je sais pas. Oui, un nouveau Antoine Pinet. Un nouveau Monori, quelqu'un comme ça. Ouais. Oui, non, mais moi aussi, mais bon, à gauche, ils ont pas l'air de se soucier tellement de ça que de la dépense publique. Donc, ils y croient pas parce qu'ils font la confusion entre impression d'argent et création de richesse. Pour eux, si vous voulez, il n'y a pas de problème, il suffit de faire tourner la planche à billets, puis tout va bien, quoi. Ouais. C'est ce qu'a fait d'ailleurs ce couillon au Venezuela. Si vous voulez, si les gens demandent, là, j'ai 2 très beaux billets ici, de 20 000 bolivars du Venezuela, qui valent 0. Et vous avez quelques francs suisses aussi. Ah ben là, je les donne pas, ceux-là. Ouais. Je donne tous les bolivars que vous voulez, mais les francs suisses, je les garde demander à Mélenchon quel billet il préfère. Ah ben lui, d'abord, il voyage toujours en première ou en club quand il va au Venezuela. Et ensuite, il n'arrête pas de chanter les mérites du Venezuela. Donc c'est quand même étonnant, parce que c'est un pays qui était deuxième niveau de vie d'Amérique latine, après l'Argentine, et qui aujourd'hui se retrouve bien pire encore que Cuba, quoi. Ouais. Qui est en train de sauter aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien à Cuba. Donc vous prenez les grands espoirs de la gauche française, le Cuba et le Venezuela, là, c'est des désastres, mais inimaginables. Ouais. Les gens crèvent de faim, quoi. Et c'est que des pays qui n'ont pas évolué depuis la prise de pouvoir de la gauche, d'ailleurs. Bah, si vous voulez. Cuba, on dirait encore les années 70. Le Cuba, c'était quoi, 58 ? Ouais. Ce pauvre pays qui était le pays le plus riche d'Amérique latine et qui se retrouve, des îles, là, et qui se retrouve dans un état de misère. Mais j'ai reçu un Cubain récemment, là, c'est pour l'université de l'Epan d'ailleurs, qui était cubain, qui était ingénieur en France, qui faisait des trucs très intéressants. Et il me disait qu'il était obligé d'entretenir son père à Cuba, qui avait 8 € par mois pour vivre. Ah oui. Il me disait ça a été un chaud partisan de Fidel Castro quand il était jeune et tout, et aujourd'hui il crève de faim. Ouais. Et ils ont aucune chance d'avoir la main sur leur pays un jour, les Cubains. D'abord, il y a la moitié du pays qui s'est barré, qui vit à Miami. Ouais. Où ils réussissent fort bien d'ailleurs. Ils ont déjà 1 ou 2 sénateurs aux États-Unis qui sont arrivés demain. Oui. Mais aujourd'hui, soyons sans, je ne sais pas combien il y a de Français qui vivent à l'étranger, mais il y en a un paquet. Comme je dis toujours, à Hong Kong, partout, vous ne trouvez que des Français. Le jour où la France redevient un pays normal, peut-être tous ces gars-là viendront venir travailler en France. Ouais. Mais si on continue à exporter des bacs +7 et à importer des bacs -7, ça ne va pas être terrible comme résultat. Et d'ailleurs, non seulement les Français se cassent, mais les grandes entreprises aussi, potentiellement. Il y a encore Total qui a remis sur le bureau de Michel Barnier la possibilité d'être coté à New York. Bah évidemment, puisque c'est là où il a 50-60% de ses actionnaires. Bah oui. Et c'est là où il payera moins de taxes aussi. Ah pensez. Et prenez une autre société pétrolière, c'est Schlumberger, qui est une société d'origine française, alsacienne à l'origine et tout, qui est une très belle société, mais je crois qu'ils sont cotés à New York, depuis très longtemps. Ouais. Mais la famille Schlumberger vit en France. Mais le Schlumberger est plus dans le... Ouais. Et ça, c'est typiquement le genre de multinationales qui pourraient revenir en France si on avait des impôts un peu normaux, en fait. Et si on commençait enfin à respecter le droit de propriété. Ouais. C'est-à-dire que, je ne sais pas combien de fois j'ai vu dans ma carrière, une société privée qui décidait de payer le gérant de la société, je sais pas, des sommes considérables, et toute la presse qui se déchaînait sur le fait qu'il touchait, je sais pas, 3 millions d'euros par an, 4 millions d'euros par an. Et je disais aux gens, un type comme Bon, qui en avait mis comme à la présidence de Orange, je crois, ou France Télécom à l'époque, parce que c'était un copain de Juppé, Narc, etc. Il a perdu tout ce qu'il voulait. Il n'était pas très bien payé, mais il a perdu 300-400 millions d'euros. Donc vous vous dites, il vaut mieux avoir un gars bien payé qui gagne de l'argent. Prenez le cas d'EDF. Ouais. On a perdu 20 milliards d'euros sur EDF. Mais il faudrait mettre en prison les gars qui ont perdu 20 milliards d'euros, c'est-à-dire le gouvernement. Et je ne sais pas comment était payé le gars qui était président d'EDF à ce moment-là, mais il était trop payé. Ouais. Et c'est cette histoire de fixation du prix de l'électricité en fonction du prix marginal du gaz. La reine. La reine qui avait été décidée par ce crétin de Le Maire. Ouais.
Il ne faut pas décider, mais enfin, il n'a jamais fait sauter. Oui. Donc, oui, ça fait le vrai problème, ça faisait 3 ans qu'il nous disait... 20 milliards d'euros, c'est gigantesque comme perte pour EDF. Et en plus, ça l'empêche de faire ses centrales et tout. Absolument. Et donc, qu'on fasse 20 milliards d'euros, personne ne comprend, c'est tellement gros. Mais 3 millions d'euros pour le patron d'une société, tout le monde dit « Ah, le salopard, il s'en met plein les fouilles. C'est 10 fois le SMIC, ou 100 fois le SMIC, ou 1000 fois le SMIC. » Mais on s'en fout. Oui, on adore ceux qui perdent de l'argent en France. Celui-là, c'est un vrai citoyen. Ouais. Donc, si vous voulez, le Christ, quand il a donné 4 talents, 2 talents et 1 talent, celui qui ne refuse de l'investir et qui l'enterre, c'est celui qui a un talent. Si vous passez votre temps à taxer celui qui enterre son talent, pas à taxer celui qui a gagné 4 talents et 2 talents pour le donner à celui qui a un talent qui va l'enterrer, étonnez-vous qu'on n'ait pas de croissance. Oui. On fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire dans les évangiles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans son interview de le jour sur la chaîne Thinkerview, Gouspillou expliquait qu'il était allé voir EDF il y a peut-être un peu plus de 10 ans, quelque chose comme ça, vers 2012-2013, pour leur expliquer que une bonne manière de gagner de l'argent, c'était de fixer des mineurs de Bitcoin sur les centrales de l'uranium. Voilà. Et au début, il a été plutôt bien reçu. Les mecs ont commencé à faire des commandes et tout pour avoir des mineurs de Bitcoin. Selon les estimations de Gouspillou, on aurait gagné EDF aurait gagné entre 5 et 8 milliards, quelque chose comme ça d'euros. Et donc le truc était en voie de se faire. Et au dernier moment, c'est la direction d'EDF qui a décidé que non, ça allait pas se faire. Je sais pas ce que EDF pouvait perdre là-dessus. Évidemment, on savait pas forcément à l'époque que le Bitcoin allait valoir aujourd'hui presque 60 000 $. Et encore, beaucoup de gens disent que c'est sous-évalué. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à perdre ? C'est-à-dire que Didier fait une analyse qui est tout à fait exacte. C'est qu'il dit, imaginez que dans une société, par exemple pour EDF, ce soit EDF qui décide de Bitcoin ou pas. Bon, mettons... Il regarde, puis il décide. Bon, que ce soit oui ou non, ça n'a pas d'importance. Mais s'il y a EDF, puis ensuite le conseil d'administration d'EDF, où il n'y a que des hommes politiques et des syndicalistes, et ensuite le gouvernement, si vous avez 3 couches comme ça qui peuvent prendre la décision d'arrêter, il y en aura toujours une des 3 qui dira non. Ouais, c'est sûr. Donc, pour qu'une société fonctionne, il faut que la décision, oui ou non, soit prise par une seule entité. Ouais. Or, aujourd'hui, on a mis tellement de millefeuilles administratifs que si vous voulez faire une nouvelle maison, etc., c'est ce que dit le maire de Cannes, Lisnard, que j'aime bien. Ouais. Il dit quelque chose qui n'est pas couillon. Il dit, par exemple, moi, on me demande de mettre des logements sociaux. Des logements sociaux chez moi, très bien. Mais de l'autre côté, on m'interdit de viabiliser les sols où il y a des grenouilles tout à fait spéciales, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est zéro artificialisation nette. Oui, c'est ça. Et donc, il dit, une fois que j'ai pas de terrain pour mettre mes logements sociaux, donc on colle des impôts parce que j'ai pas mis de logements sociaux. Mais c'est une autre partie de l'État qui m'interdit de créer des logements sociaux sur des terrains que j'ai. Ouais. Donc vous voyez vraiment... Oui, il y a des contradictions internes au système. Ouais. C'est-à-dire que le système est tellement compliqué qu'il y a des parties qui s'annulent les unes les autres. Et en plus, il n'y a pas forcément besoin de logements sociaux à Cannes. Enfin, je veux dire, Cannes est une ville très agréable aussi. Oui, très agréable et tout, mais il y avait quand même tout un quartier qui était très pauvre, donc on avait besoin de... Enfin, bon, le logement social, c'est pas moi qui décide. Mais en effet, il y avait une loi qui disait qu'il fallait qu'on ait 10 ou 15% de logements sociaux dans un pays, dans une ville. Bon, ouais, donc c'est la loi SRU qui arrive en contradiction avec zéro artificialisation nette. C'est donc schizophrène. Ils voyaient partout, dans tous nos systèmes démocratiques, soi-disant, des espèces de NGO qui sont des excroissances, qui ont des pouvoirs régaliens de dire non, et que personne ne contrôle. On peut pas les virer. Ouais. Ils font partie de l'État, ils ont des pouvoirs régaliens, ils peuvent vous bloquer, ils émettent des règlements, mais personne ne les a élus, et personne ne sait pourquoi ils ont ce pouvoir, mais ils l'ont quand même. Ouais. Oui, c'est exactement ce qu'expliquait Gouspillou, c'est qu'au début, l'histoire avec EDF, ça se passait bien, et puis au dernier moment, ça a été non, et évidemment, ça a été une grosse perte. Ils ont été faire ça, je sais pas, dans le Kazakhstan, après il n'y a plus de pétrole, j'en sais rien, l'idée de base, c'est qu'un système électrique, il doit la plupart du temps fonctionner un petit peu en surcapacité. Et donc, à ce moment-là, vous perdez des tas d'électricité qui est acheté par personne. Mais si c'est acheté par même à un prix très bas par des gars qui en servent pour faire des bitcoins,
C'est pas couillon parce que ça vous permet de... Et puis dès que la demande augmente, pof, vous dites au Bitcoin, quand vous arrêtez de bitcoiner, quoi. Ouais. Et c'est très logique. Mais tout ça, c'est des initiatives individuelles qui sont bloquées par des trucs politiques. Ouais. Et l'Europe est devenue le spécialiste des blocages. Oui, tout à fait. Voilà, il y a encore plus que 3 échelons, là. Si on rajoute... là, on peut aller à 5, 6, 7, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je voudrais parler un petit peu quand même de Bruno Retailleau. Parce que, alors, sur tous les ministres, on en connaît finalement assez peu, parce qu'il y en a 39. Donc, allez me demander de faire la liste, je vais pas aller bien loin. Je suis extrêmement déçu qu'on m'ait pas proposé un ministère. Compte tenu de mes compétences, de mon âge... Déçu, mais peut-être pas surpris non plus. Non, pas vraiment surpris, mais je veux dire, écoutez, j'ai l'impression qu'ils ont nommé ministre, ils auraient pu nommer ministre Jeeves, tiens. Ouais. Le chien qui est là, à mon avis, il aurait fait... Il y a la ministre... il aurait pas été plus con, hein, au budget, franchement... Non, il peut pas faire pire. Mais par exemple, j'ai rien contre elle, je sais pas qui c'est cette dame, mais la ministre de l'Éducation nationale, vous dites quand même, la dame qui faisait des cours de maintien à Singapour, quoi. Ouais. Je sais pas. Oui, non, mais je sais pas. Ça me paraît pas... Oui, il y a des gens, ils ont été placés là, on sait pas trop d'où ça vient. Bon, c'est vraiment du marchandage interne de tiens, on a donné ce ministère à LR qui est avec Bayrou, donc voilà, exactement. Qui est disponible. Bah, celle-là, c'est compétence nécessaire, être avec Bayrou. Voilà, oui, c'est un peu ça. Ouais. Effectivement. C'est pas très élevé comme compétence. Hein. Non, c'est pas très élevé. Mais le ministre qui fait le plus polémique, c'est aussi, je pense, le ministre le plus populaire, c'est Bruno Retailleau. L'autre jour, il a fait une interview sur LCI avec Darius Rochebin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il a la volonté d'être solide sur ses positions. Il a dit des trucs qu'on n'a pas entendus depuis longtemps venant d'un ministre de l'Intérieur. Notamment, il a dit cette phrase, il a dit « l'immigration n'est pas une chance ». Et alors, tous les journalistes lui sont tombés dessus en se demandant ce que voulait dire cette phrase. C'est juste que n'était pas une chance. Voilà, c'est juste que ça n'est pas une chance. Ça marche pas très bien. Voilà. Tout le monde lui tombe dessus aussi sur le respect de l'état de droit. Voilà, on s'inquiète du respect de l'état de droit. On se demande si on n'est pas... Mais ça veut pas dire l'état de droit, ça veut pas dire qu'on change pas le droit. Hein. Oui, non, mais pour eux, c'est ça. Le droit n'est pas immuable. Si, il y a un droit qui est immuable, c'est les 10 commandements. Mais celui-là, il ne respecte jamais. Ouais. Je sais pas si c'est remarqué, les 10 commandements, ça, non, on n'en parle jamais. Ça, tu tueras point, tu ne voleras point, tout ça. Non, c'est très secondaire. Tu ne tueras point. Bon. Sauf. Mais en revanche, tu ne seras pas expulsé. Ça, c'est le premier. Tu accueilleras tous les voleurs dans ta maison parce qu'ils ont bien le droit de te voler. Ça, ça fait partie des... Oui. Sachant que cette interview se fait quand même aussi dans le contexte du deuil de la jeune Philippine, qui était une étudiante de Dauphine. Je sais pas pourquoi, ça a bouleversé pas mal de gens. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est une étudiante de Dauphine qui était... Ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être les filles de ma fille, les deux petites. Oui, absolument. Oui. Elle a exactement le même profil, quoi. Elle était parfaite. C'était une bonne petite bourgeoise gentille qui va à Dauphine, qui avait l'air heureuse d'être vivante, qui était très solaire. Puis d'un seul coup, il y a un salopard qui vient, qui la tue, qui la viole. Ouais. Mais c'est curieux parce que quand ça se passe dans une banlieue lointaine ou n'importe quoi, vous dites, je le connais pas. Mais là, c'est horrible ce que je dis, mais c'est vraiment tout près, quoi. C'est quelque chose que... c'est une petite que j'aurais pu connaître, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, c'est normal. Il y a une forme d'identification pour il y a une identification qui avait moins lieu lors de faits pourtant similaires sur le papier. Mais par exemple, effectivement, la petite Lola, c'était une fille de gardienne du 13e ou du 14e arrondissement. Donc elle était très mignonne, elle avait l'air très gentille. Le petit joueur de rugby qui s'est fait tuer. Il y avait le Thomas, oui. Thomas qui s'est fait tuer aussi. Là, je l'avais identifié un peu parce que je ne reconnaissais pas quand j'étais à Auch, n'importe quoi, de ces gamins-là. Je m'étais identifié à lui. Mais là, cette petite, je ne sais pas pourquoi, je me suis identifié à elle complètement. Bah, c'est normal. Moi aussi, je connais des étudiants de Dauphine. Oui, c'est sûr. C'est pareil, c'est proche du quartier où j'ai grandi. Et cette fille, elle allait dans son logement étudiant dans le bois de Boulogne.
Boulogne et elle a rencontré donc un Marocain sous OQTF qui avait déjà été condamné pour viol d'ailleurs en 2019, donc on peut pas vraiment dire... Et qui avait été condamné à 7 ans, qui était sorti. Qui a été condamné à 7 ans et qui est sorti au bout de 5 parce que excuse de minorité. Et donc suite à ça, le ministre de l'Intérieur s'est un petit peu énervé et il a rappelé quand même la nécessité de faire exécuter les OQTF. Alors que le ministre de la Justice, lui, dit que voilà, il n'y a pas de laxisme judiciaire. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est une vue de l'esprit. C'est n'importe quoi parce qu'il y a... ce qui se passe pour ces exécutions, c'est qu'il y a toute une série de choses où on décide de ne pas exécuter les ordres de justice. Une décision de justice de ne pas exécuter les ordres de mettre en prison, etc. Bon. Et donc, ils vous disent, si on enlève ces décisions de ne pas exécuter, en effet, les autres sont exécutés. Mmh. Oui, mais attendez une seconde, vous en libérez 50% là, sans exécuter quoi que ce soit. Donc, le ministère de la Justice ment. Oui. Il ment, c'est-à-dire qu'il ne prend pas l'ensemble il prend simplement ceux qu'on a déjà pris la décision d'enfermer. Mmh. Et puis les autres, on ne les prend pas. Et on dit, regardez, tous ceux qu'on a pris la décision d'enfermer, on les enferme. Oui, mais les autres... C'est le principe, oui. C'est facile. C'est le principe, et on a envie de dire, en plus, vous les enfermez à combien ? Vous les enfermez à combien ? Voilà. Donc tout ça, c'est encore un type qui ment. C'est ce que je trouve terrible avec tous ces gens de gauche quand ils sont à la justice et tout, c'est qu'ils mentent. Et en sachant qu'ils mentent. Et nous savons qu'ils mentent aussi. Et tout le monde sait que tout le monde ment, et on fait semblant d'y croire. Et les journalistes sont les premiers à y croire. Enfin, à faire semblant d'y croire. Ouais. Donc, oui, et les journalistes, évidemment, tombent sur Bruno Retailleau, pas sur l'autre. Ouais, parce que dans Bruno Retailleau, il annonce les choses. Et c'est important d'avoir les gens qui disent les faits. Oui. Moi, je trouve que la première des choses d'un homme politique, c'est de dire voilà quel est mon diagnostic. Ouais. En tout cas, moi, je m'attendais à rien, je m'attendais à pas grand-chose venant de Retailleau, mais je dois dire qu'il a une forme de courage politique dans sa démarche. Après, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit sera fait, parce que... Là, il va voir comment il se... Malheureusement, il a besoin du concours du ministère de la Justice aussi pour pouvoir faire certaines choses. Donc, et puis, il faut négocier aussi avec pour les fameux laissez-passer consulaires, il faut négocier avec les pays. J'ai une idée intéressante, c'est que vous savez, autrefois, il y avait l'île du Diable à Cayenne. Oui. Vous savez, bon, on devrait offrir à tous les OQTF, là, je ne sais pas comment vous les appelez, ou bien vous rentrez dans votre pays, ou bien on vous envoie dans l'île du Diable. Oui. Et là, vous serez... Parce que la France peut transformer un OQTF, transporter un EQF d'une partie de la France à une autre partie de la France. Ça, c'est interdit par aucune convention internationale. Et donc, l'amende est en France. Donc, vous les prenez, vous les mettez quelque part au fond de la jungle, et des merdens-des-iches avec quelques gardes comme ça. Mais surtout, si vous avez envie de vous évader, partez dans la jungle là-bas. Bonne chance. Bonne chance. Il y a les boas, il y a les piranhas, il y a tout ça. Et puis si vous en sortez, vous allez tomber sur un gang brésilien ou colombien. Non, absolument. Donc, mais pourquoi on ne prend pas ces gars-là ? On rouvre le bagne de l'île du Diable et on les transporte là, puisqu'on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. On les renvoie, on les garde en France. Mais dans une partie de la France... Là-bas. Ouais. Non, mais je pense pas que ce soit illégal de les transporter là-bas. Après, ce serait peut-être illégal d'en faire un bagne. Je sais pas exactement. Faut voir. Puisqu'ils sont condamnés. Moi, j'y suis pas fondamentalement opposé. On a bien envoyé Papillon, on a envoyé Jean-Valjean. C'est un peu ce que fait Bukele d'ailleurs. Il commence à faire travailler certains détenus, ceux qui l'estiment qu'ils ont une chance peut-être de revenir un jour dans la société. Il les fait travailler pendant quelques années et puis ensuite on verra peut-être qu'ils rejoindront la société. Enfin oui, moi c'est une idée un peu vieillotte mais pas idiote. Lee Kuan Yew, le patron de Singapour, il disait le problème que nous avons ce que vous avez dans vos sociétés, c'est que le crime paye. Ouais. Objectivement, le crime paye. C'est-à-dire que si vous êtes un criminel et que ça marche, vous vivez très très bien au détriment des autres. Donc il dit il faut monter un système pénitentiaire où le crime ne paye pas. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Sandrine Rousseau, mais je suis plus certain. Mais il me semble que c'est Sandrine Rousseau qui avait dit par rapport à ce Marocain sous OQTF que même si on l'avait renvoyé au Maroc, il aurait certainement du coup violé une Marocaine, donc c'est pas plus grave finalement qu'il ait violé une Française. Alors déjà on a envie de se dire oui mais bon les Marocains moi je les aime bien mais on s'occupe pas des Marocains en tant que Français,
voilà, en tant que non seulement Français, ça, mais s'il avait commencé à embêter des filles au Maroc, etc., je crois que le roi du Maroc se serait occupé de lui. Et effectivement, et qu'on n'en aurait plus parlé. S'il avait été condamné au Maroc en 2019 pour le viol, à mon avis, il n'aurait pas été libéré en 2024. Non, voilà. Et je suis pas certain qu'il aurait survécu. Je sais pas certain qu'il aurait survécu, mais en tout cas, même s'il avait survécu... La famille de la petite se serait occupée. Oui, voilà, quelqu'un se serait occupé de son cas d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà, donc, encore une fois, dans nos sociétés, le crime paye. Ouais. Et c'est ça le drame de nos sociétés. Si le crime paye, les gens commettent des crimes. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On le répète souvent, mais c'est pas faux pour autant. Non, c'est bien triste à dire, ma pauvre dame, mais... Voilà. Enfin voilà pour le ministère de l'Intérieur. Dernier petit sujet, l'Autriche, parce que le FPO, qui est le parti le plus radical à droite, a numériquement remporté les élections législatives ce week-end avec 29% des voix. Et personne ne veut gouverner avec lui. Alors personne ne veut gouverner avec lui, donc ça démontre quand même une assez grosse défaite de la droite du gouvernement, parce que la dernière fois c'était en 2019 et la droite de gouvernement avait fait quelque chose comme 37 ou 38%. Aujourd'hui beaucoup moins, aujourd'hui ils sont à 26, donc en dessous du FPE. Alors cependant, donc vous l'avez un petit peu dit, rien ne dit qu'ils gouverneront, puisque c'est un petit peu ce qui s'est passé en Hollande aussi, où exactement. Geert Wilders a gagné, mais finalement il est là, mais c'est un autre Premier ministre, quoi. Ouais. Oui, il est quand même sous forme de soutien sans participation, c'est-à-dire que le gouvernement a quand même un peu besoin de prendre en compte les demandes de Geert Wilders s'il veut pas tomber. C'est un peu comme nous, le Rassemblement National, quoi. Oui, exactement. On vous demande de pas nous faire tomber. Voilà, on vous demande de pas nous faire mais tomber. On dit, on vous fera pas tomber si. Ouais, exactement. Et donc là, c'est... Alors peut-être que ce qui pourrait arriver en Autriche, c'est même pas ça, c'est juste on prend d'autres partis qui ont tellement d'importance qu'en fait, on fait une sorte de majorité de tout sauf eux. Et donc, ils n'auraient pas forcément besoin d'eux pour rester au pouvoir. C'est en quelque sorte un petit peu comme ce qui s'était passé... au deuxième tour oui, au deuxième tour, oui. C'est un petit peu comme si on avait aujourd'hui une majorité NFP avec le centre, avec Ensemble. Ils n'auraient pas besoin du Rassemblement National pour gouverner. Ça serait juste. Ce serait juste. Après, parce qu'à ce moment-là, ils n'auraient pas les Républicains. Ouais, oui, ça dépend aussi qui on comprend au sein du NFP. Si on va jusqu'à la France Insoumise, évidemment, ils sont bien, mais ça reste quand même une coalition tellement large que c'est très instable. Mais si on a que le PS, c'est un des vrais problèmes. Vous connaissez ma vieille histoire des hommes des arbres et des hommes des bateaux. Vous savez, d'un côté, les hommes des arbres, ceux qui attendent que notre coco tombe et bouge pas, puis les hommes des bateaux qui abattent l'arbre pour en faire une pirogue pour aller voir si c'est pas mieux l'île d'à côté. Ça, c'est un truc de la Polynésie française, mais ce qui m'intéresse dans ça, c'est qu'aujourd'hui, les hommes des arbres se révoltent partout et que les hommes des bateaux se mettent en coalition pour empêcher les hommes des arbres de gouverner partout. C'est quand même... Parce que je vois ça en Allemagne aussi, et vous prenez par exemple l'Allemagne, l'AfD, là, qui n'a pas l'air d'être des gens très apathiques, mais enfin, l'AfD plus les conservateurs, ils font plus 60% des voix, quelque chose comme ça. En Autriche, c'est pareil. Donc vous vous dites, il y a toute une partie de la droite... Pendant longtemps, dans nos pays, une partie de la gauche a accepté le Parti communiste pour arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez toute une partie de la droite qui... je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais... Qui accepte le Parti communiste pour arriver au pouvoir. qui refuse d'accepter que 29-30% de l'électorat soit représenté et fasse une alliance avec eux. Et ça, c'est un drôle de truc, parce que ça veut dire que, par exemple, dans ma ville d'Avignon, là-bas, où je crois que la droite représentait 60% des voix, et ça fait 40 ans qu'on est gouverné par la gauche, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une partie de la droite qui sent des pieds. Bon, ben... C'est bizarre. Oui. Oui, c'est sûr. Puis encore une fois, c'est une question de respect de la démocratie aussi. Est-ce que ça va marcher, ce plan-là? J'en suis même pas sûr, parce que alors le FPE, ils ont l'air d'être un peu excités, mais s'ils commencent à adopter un discours peut-être qui sera un peu mieux perçu d'une partie de la population, aux prochaines élections, ils vont pas faire 29%, ils vont faire 45%. Ben c'est ça le vrai danger, c'est qu'un jour, il y a ces gens, les hommes des arbres, là, qui, dans un pays, fassent 51%. Quoi. Ouais.
À ce moment-là, il n'y a pas de coalition. Ils n'ont plus besoin de coalition. Il y a juste un coup d'État qui est possible, mais sinon... Oui, mais à ce moment-là, c'est difficile. Ouais. Mais à ce moment-là, on compte sur M. Fabius et le Conseil constitutionnel pour tout arrêter en France en disant qu'ils ne sont pas légitimes et tout. Mais à ce moment-là, si j'ose dire, on envoie les Gilets jaunes s'occuper de M. Fabius et tout ira bien, quoi. Parce que c'est un peu ce qui s'était passé finalement en Italie avant que Giorgia Meloni arrive au pouvoir. Il y avait une coalition, alors il y avait même Salvini dedans, c'est vous dire. Ils avaient fait une coalition avec à peu près tous les partis existants, sauf la droite radicale de Meloni. Et ça a duré peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis les affaires étaient mal gérées, les Italiens étaient pas contents. Et puis au bout d'un moment, ils ont viré. Et Salvini, qui était l'homme qui montait, il a disparu. Ouais, exactement. Justement, à cause de sa participation à ce gouvernement. C'est ce qui est arrivé à Marine Le Pen. Ouais. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être reçue dans la cour du château avec les autres petites filles, elles finissent par... Effectivement, c'est ce qui lui sera reproché si elle est trop gentille avec le gouvernement Barnier. C'est pas ça, mais si vous êtes dans le Rassemblement national et que vous êtes... pour l'euro, pour l'Europe, pour l'OTAN, et je ne sais pas quoi d'autre encore, vous vous dites, mais pourquoi je devrais voter pour eux? Où est la souveraineté de la France dans tout ça? À quoi sert-elle? Oui, effectivement, au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment en fait quel est le programme réel du Rassemblement national. Augmenter les impôts sur les riches, ça oui, ça on a compris. Oui, il y a les fameuses taxes sur les super profits, ils aiment bien en parler, effectivement, c'est un peu irritant. Il y a pas de parti politique qui a l'air véritablement opposé à ce truc-là, au final. Surtout que le super profit, ça me fait rigoler, parce que les super profits des sociétés pétrolières, il y en avait plein, mais il y a 3 ans, quand le prix du pétrole s'était pété la gueule, il n'y en avait plus du tout. Donc, les super profits, c'est peut-être que c'est super bien géré. Oui. Et puis encore une fois... Moi, je trouve qu'on devrait augmenter fortement les impôts sur les sociétés qui ne gagnent pas d'argent. Ouais, c'est l'impôt négatif. C'est-à-dire une société qui ne gagne pas d'argent, c'est pas normal. Vous lui collez des impôts. Il devrait payer des impôts jusqu'à ce qu'ils sortent de la maison. Par exemple, toutes les grandes multinationales américaines qui ne payent pas d'impôts en France, je leur collerai un impôt sur le chiffre d'affaires en disant vous payez 5% de votre chiffre d'affaires à la France, que vous faites, que vous soyez Amazon, que vous soyez Google, vous payez 5%. Mais il n'y a aucune raison que vous ne fassiez aucun profit en France. Ça, c'est pas normal. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi on devrait emmerder les gens. Il me semble que Milton Friedman était plutôt favorable à cette idée. Si vous voulez, le but de la société capitaliste, c'est que les gens qui gèrent mal, qui ne font pas de profit, soient liquidés. Donc, si le système politique permet la liquidation rapide des incompétents, l'économie marche beaucoup mieux. Si déjà on pouvait ne pas les subventionner, ce serait déjà une bonne chose. Voilà. Donc, si vous voulez mettre des impôts sur ceux qui ne gagnent pas d'argent, je trouve ça au poil, moi. Ouais, ce serait intéressant. Peut-être que ça vous verrez le nombre de sociétés qui se mettraient à gagner de l'argent soudainement. On serait à une croissance de 9% directement. Je pense, vous verrez tout de suite. C'est fou le nombre de sociétés qui d'un seul coup se mettraient à gagner des sous. Oui, effectivement. Peut-être que c'est ce qui se passera dans la France ultra-libérale de 2029 s'il se passe un cataclysme. Dire que je serais président de la République, oui. Ce qui me paraît mal parti. Remarquez, en 1949, j'aurais jamais 90 balais. Donc, on espère quand même. Oui, on espère. Marc Adenauer, il est arrivé au pouvoir, il avait 80 ans, ou je sais plus, 80 ans, il est resté jusqu'à 92 ans. Je sais pas, oui, donc c'est bien, quoi. Tout est place aux vieux. Oui, et puis peut-être que des jeunes. Là, on espère que d'ici là, la présidence de la République, elle sera quand même un petit peu moins importante qu'aujourd'hui, moins hégémonique, moins comment dire, gérée par des gens incompétents. Le but de la gestion, si vous voulez, c'est grosso modo, il y a des choses dans lesquelles vous savez que vous êtes bon, donc vous essayez de les faire. Puis si vous n'êtes pas bon, vous le faites par quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un le fait pas bien, s'il n'est pas bon lui non plus, vous le virez. C'est ce que faisait Reagan très bien. Il disait aux gens, t'as pas réussi, je t'ai donné un ordre, tu l'as pas exécuté, tu n'y es pas arrivé, pof, tu le virais. Donc le but du politique, c'est pas de tout faire, c'est de trouver les gars qui font, et s'ils n'y arrivent pas, on les vire pour en prendre un autre. C'est bien. C'est facile. Oui. D'ailleurs, Reagan, il se mettait au lit tous les soirs à 8h du soir. Il adorait dormir, il était très content. Oui, il a raison. Moi, j'adore dormir. Je trouve ça le meilleur moment de la journée, c'est quand vous foutez dans votre plumard. C'est très bien. Je pense que Macron, lui, déteste dormir et il touche à absolument tout et ça donne les résultats. Il est nul partout. C'est comme disait chez Pagnol,
c'est pas que t'es bon à rien, c'est que t'es mauvais en tout. Oui, bah, c'est exactement ça avec Macron, le fameux Mozart de la finance. Mauvais en tout. Qui nous met dans une situation pas possible aujourd'hui. Enfin voilà les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. On parlera peut-être un peu plus, c'est sûr, même on parlera un peu plus d'économie. Oui, parce quand dans les émissions sur l'université de l'épargne, là, il se passe quelque chose dans les marchés des actions chinois qui est assez poilant. Tout à fait. Et si vous voulez regarder, c'est sur l'université de l'épargne, donc faut vous inscrire. Hein. À chaque fois, je mets quand même le lien dans la description pour les curieux. Voilà, la semaine dernière, on avait parlé notamment du marché chinois, du fait que énormément de gestionnaires de fonds américains se tournaient vers le marché chinois. Voilà, il est monté de 25% en 5 jours. Hein. Ouais, c'est bien. Plus grosse hausse depuis 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, mais vous savez, ce que je me tue à dire aux gens, c'est qu'un marché s'est pété la gueule comme il s'était pété la gueule. Pendant longtemps, ça a duré 3, 4, 5 ans, on a perdu 50, 60% de valeur, c'était monstrueux. Un bon bear market. Ouais. Et quand ce genre de marché redémarre, la moitié de la hausse est faite dans les 10 premiers pourcents du temps. C'est-à-dire que quand ça redémarre, la violence de la hausse, et c'est pour ça que je disais aux gens, si j'étais vous, j'en prendrais un petit peu, ne serait-ce que pour dire aux gens autour de vous, j'en ai. Ouais. Parce que maintenant, imaginez, vous êtes un gérant et vous avez rien en Chine. Ouais. Vous avez l'air d'un con. Vous avez raté la plus grande hausse depuis 18 ans. Ouais. Et ça s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme dit toujours Jean-Jacques, qui est un ancien agent de change. En bourse, à Paris, autrefois, il y avait une blague qui disait « J'en ai un peu au cas où ça monte. » Ouais. Mais... Pour dire aux clients « Ouais, j'en ai. » Mais ils ont raison. C'est risque de relations publiques, bien sûr qu'ils ont raison. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que alors que la Fed voulait justement baisser ses taux pour mettre encore un coup de boost dans l'économie américaine, celle qui en a le plus bénéficié au final, c'est l'économie chinoise. Dès le moment où ils ont vu que la Fed commençait à baisser les taux, ils se sont dit on peut y aller puisque maintenant, si on bourre, notre monnaie va pas baisser contre le dollar. Ouais. Et donc ils se sont dit c'est le moment, c'est l'instant. Ouais. Et nous on a dit aux gens c'est le moment, c'est l'instant, faut y aller en Chine. Ouais. Oui, c'est clair. Et voilà. Mais enfin voilà, vous aurez droit à une discussion un peu plus longue sur le sujet. Et puis pareil, vous avez parlé plus de l'aspect énergie avec Emmanuel la semaine dernière aussi. Voilà. Donc voilà, tout ça arrive cette semaine. Tout ça arrive lentement, mais sûrement. Encore une fois, comme me disaient mes vieux amis, le casino sera ouvert demain matin. Ouais. Donc il y aura d'autres, il y a des choses à faire. Ça. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est monté qu'il n'y a rien à faire. Voilà, exactement. Sur ce, je vous remercie bien sûr pour votre attention particulière. Et puis, j'ai pas plus de choses à vous dire à part inscrivez-vous sur l'Université de l'épargne si ça vous chante. Et à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci encore. Oui. Et en principe, le petit bouquin de l'Université de l'épargne sort cette semaine. Donc vous pourrez l'avoir pour ceux qui sont inscrits à l'Université de l'épargne en version PDF. Et puis la version livre sera disponible dans les bonnes librairies dans les 10 jours qui viennent. Quoi. Voilà, et il est très bien ce bouquin. Voilà. Oui, non, c'est pas ça, c'est moi qui l'ai écrit. Mais en plus, je trouve que la façon dont l'éditeur l'a mis en page est remarquable. Ouais, je trouve ça très gai. Ouais, c'est très bien. Du coup, je vous remercie. Je vous renvoie vers l'Université de l'épargne ainsi que vers le nouveau bouquin de Charles. Et puis, encore une fois, à très bientôt. Merci encore.